Bonsoir, vous êtes bien sur la libre antenne comme tous les soirs de 21 h à minuit sur metatv.org. Ce soir, grosse émission spéciale avec Pierre Hillard. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors vraiment, nous sommes très enchantés de vous accueillir sur l'antenne de MetaTV. Moi, ravi d'être venu. C'est parfait, ça faisait longtemps que nous voulions vous inviter pour comprendre ce nouvel ordre mondial et comprendre un peu les racines, on va dire, de ce grand mouvement mondialiste. Qui est un peu barbare pour la plupart des gens. Mais qui est barbare. Oui, qui est barbare. Et qui paraît un peu comme une utopie. Les gens pensent que c'est une expression un peu comme ça, on va dire, qui n'a pas vraiment de sens, un peu creuse, le nouvel ordre mondial. Mais vous êtes quand même... Alors, je rappelle que vous êtes professeur, vous êtes auteur de nombreux livres, donc alors ce livre-là... Au hasard. Voilà, qui est un classique par excellence pour toute personne qui s'intéresse... Il tient la route. Vraiment, pour toute personne qui s'intéresse justement à ce grand mouvement mondialiste. Vous êtes un exégète, si j'ose dire, du nouvel ordre mondial. Vous êtes le... Sans les qualités de saint Thomas. Mais vraiment, voilà, c'est ce nouvel ordre mondial, donc, pour reprendre l'origine, les racines même de cette expression, ça commence comment? C'est quoi le projet de départ? Comment ces gens-là, ça commence où, le nouvel ordre mondial? Alors, il y a le mot et l'esprit du mot. Alors, le mot, la plus ancienne appellation, enfin désignation et utilisation du mot nouvel ordre mondial, c'est 1914. C'est le bouquin d'Orwell, La destruction libératrice, qui évoque une guerre planétaire destructrice qui élimine une partie de l'humanité. Et les survivants décident de créer une gouvernance mondiale, un nouvel ordre mondial, c'est texto dans le livre, 1914. Et le monde est organisé en 10 blocs continentaux. C'est toujours les blocs, c'est toujours la même histoire, avec une humanité uniformisée, etc. Ça, à ma connaissance, c'est la désignation la plus ancienne. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres en 1895, mais là où je suis remonté le plus en arrière pour l'utilisation du mot, c'est 1914. En revanche, l'esprit de la chose, allez, si je voulais vraiment remonter, c'est depuis 2000 ans finalement, c'est la tentative et le combat acharné entre la synagogue et l'Église, parce que c'est le pivot de l'histoire. Mais on va procéder par ordre, et je serai certes amené à parler du rôle de l'Église et de la synagogue et du noachisme, parce que le noachisme est une prolongation du Talmud, pour l'instauration du nouvel ordre mondial, de la religion universelle. Et l'intérêt de cette émission, grâce à vous, et grâce à MetaTV, c'est de pouvoir diffuser des documents, des cartes, et il y en a pas mal que j'ai recensés, que je vous ai présentés, donc, qui vont permettre d'illustrer l'esprit du nouvel ordre mondial avec ses applications d'ordre matériel, concrètes. Et donc, on va commencer, pour expliquer les origines du nouvel ordre mondial, avec un premier document, une première carte, qui est la carte de la France en damier, la France de la Révolution 1789. Alors ça, c'est la vue 1. Ouais. C'est la première carte qui, à l'origine, donc, la France de l'Ancien Régime, qui était née avec le baptême de Clovis, qui faisait que la France devenait la première nation occidentale à se convertir au catholicisme, que le roi de France était le lieutenant du Christ, l'intermédiaire entre le Christ et le peuple français en gestation, parce qu'avec Clovis, on est vraiment au démarrage. Mais je rappelle que Clovis, qui est mort en 511, c'est Clovis qui a décidé que Paris serait la capitale de la France. C'est en 510, un an avant sa mort. Donc on a déjà un embryon d'autorité politique à Paris, c'est pas Perpignan, c'est pas Orléans, c'est pas Strasbourg, donc un embryon d'autorité politique qui va donner la France. Donc on a le germe à la fois politique, l'autorité politique de Clovis et son choix de la capitale Paris, l'autorité spirituelle, car la finalité pour la monarchie française, c'est de faire en sorte que les sujets du roi de France gagnent leur ciel, sachant que la vie sur terre n'est qu'un passage, et que le vrai roi de France, c'est le Christ. Je rappelle la fameuse triple donation de Sainte Jeanne d'Arc en 1429, le 21 juin 1429, qui rappelle que le vrai roi de France, c'est le Christ, et que le roi de France n'est que le lieutenant. D'ailleurs, cette fameuse triple donation, qui est reconnue officiellement
dans un document qui a été envoyé au pape de l'époque, qui s'appelait le pape Martin V. C'est le Breviarium Historial, raconte l'anecdote du 21 juin 1429 où Jeanne s'adresse au dauphin Charles, le futur Charles VII, en disant « Gentil dauphin, donne-moi ton royaume ». Et le dauphin Charles, un peu étonné, dit « Je donne le royaume à Jeanne ». Jeanne d'Arc continue en disant « Moi, Jeanne, je donne le royaume à Jésus ». Et elle ajoute « Moi, Jésus, je rends le royaume à Charles ». C'est la triple donation qui rappelle le baptême de Clovis, c'est-à-dire que la France a cette caractéristique unique au monde, d'avoir cette marque. La France, c'est l'Israël du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple juif n'a pas reconnu le côté messianique du Christ, et ça a basculé vers une autre nation privilégiée, avec ses qualités, ses défauts, mais bon, c'est la France, c'est pas la Finlande, c'est pas l'Éthiopie, c'est pas le Japon, c'est la France. Et donc c'est la marque qui fait que ça régit l'histoire de France jusqu'à la Révolution française. Et cette France, avec un roi de France, avec ses qualités humaines et ses défauts, ce roi de France va donc, ce lion de Christ va mourir avec Louis XVI le 21 janvier 1793, et vous avez de la Révolution française qui, je veux dire, oui, vraiment procède à un changement radical en voulant créer l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme nouveau. Alors là, c'est un principe révolutionnaire qu'on va retrouver, que ce soit dans le nazisme, dans le communisme, et dans la situation actuelle avec l'Union européenne, l'homme finalement citoyen du monde. Bon, c'est-à-dire un homme déraciné. Alors, pour déraciner, il faut effacer. Il faut détruire la famille. Alors déjà, la destruction de la famille royale, Louis XVI décapité le 21 janvier 1793, Marie-Antoinette le 16 octobre la même année, le petit Louis XVII, l'héritier du trône, officiellement mort au Temple, même s'il y a quelques doutes, c'est la destruction d'une famille, de la cellule familiale, c'est pas la destruction du gender, c'est vraiment la famille classique qu'on détruit, et destruction aussi des tombes à Saint-Denis, les tombes royales. Et là aussi, c'est pour détruire le passé, les racines. Imaginez, pour tout Français qui nous écoute, le Français, peu importe la nationalité d'ailleurs, on se rend sur la tombe de nos ancêtres, de nos parents, grands-parents, etc., parce qu'il y a une filiation. Le fait de détruire les tombes royales, c'est pour détruire la filiation. Donc il y a un esprit d'effacement du passé pour créer une entité nouvelle, le citoyen français universel. D'ailleurs, les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, du citoyen et les droits du français universel. Et en particulier, c'est la destruction des provinces, non pas des régions, mais des provinces historiques qui sont transformées en départements. Et à l'origine, la France de la Révolution, c'était une France en damier, c'est-à-dire une vision... Ça, c'est la carte qu'ils ont produite donc après la Révolution. Voilà, c'est la première ébauche de gens fous furieux qui créent une France en damier, c'est-à-dire une France uniformisé en ligne droite, c'est-à-dire que l'habitant de Brest doit penser de la même manière et être géré de la même manière que le français de Clermont-Ferrand, de Strasbourg ou de Cherbourg. C'est-à-dire c'est vraiment une uniformisation, créer un homme identique, mais il y a des variétés de personnalité, d'origine ethnique, d'éducation, il y a des variétés en tout genre, en bien et en mal, avec des qualités et défauts. Et donc c'est vraiment une vision atroce de créer un homme aseptisé, un fromage sorti dans les grandes usines, voilà. Et pour des raisons d'ordre pratique, ils ont quand même légèrement modifié, puisque des lignes droites, mais il y a aussi la réalité du terrain géographique, des fleuves, les rivières, donc ils ont fait des tracés de frontières de départements en fonction de quelques critères géographiques, mais les départements, ce sont des créations purement artificielles qui n'existent pas. Et vraiment, j'insiste là-dessus, parce que on va remonter jusqu'à aujourd'hui, et vous allez voir que cet esprit d'uniformisation de l'homme, d'abord par la France, mais en sachant que la Révolution française a essaimé en Europe grâce aux conquêtes napoléoniennes, et puis par ricochet, ensuite vous avez les conquêtes coloniales, tout ça, l'esprit de la Révolution française a gagné le monde, eh bien cet esprit va perdurer avec des noms différents, avec des méthodes différentes, mais il y a toujours cette idée d'uniformisation, de déracinement, de destruction de ce qui a trait, de ce qui a un rapport avec le passé, la tradition et la transmission. Il faut couper les liens avec le passé. Donc cette France en damier est très caractéristique d'une France nouvelle, coupée du lien avec Clovis,
Alors, parmi tous les révolutionnaires, qui étaient d'ailleurs les révolutionnaires, que ce soit Robespierre, Danton, Marat, etc., étaient issus de quelques loges maçonniques. Vous aviez à peu près 700 à 800 loges maçonniques en 1789, mais la plupart c'était des loges purement, j'allais dire, mondaines ou d'intérêt matériel. Les vraies loges et celles qui ont vraiment joué un grand rôle, comme la loge des Neuf Sœurs, c'était 4-5 loges, grand maximum. Vous savez, c'est toujours les minorités, en bien et en mal, qui agissent. Le reste, c'était style Rotary Club, voilà, bon, ça. Mais l'esprit qui va avec, et je pense entre autres parmi les grands esprits de la Révolution, c'est un homme qui n'est pas tellement connu, c'est un Tchèque qui est mort en 1692, un homme du XVIIe siècle, qui s'appelait Cominius. Et Cominius, lui aussi, avait cette idée d'esprit universel, vraiment d'égaliser, d'uniformiser. Et c'est lui, il était très intelligent, mais malheureusement une intelligence mal orientée, c'est lui qui a inventé le principe de la bande dessinée. Parce qu'il avait compris que pour diffuser ces idées d'uniformisation des esprits, il fallait s'attaquer aux enfants, à l'esprit malléable. Et pour cela, il faut utiliser des méthodes adaptées à la psychologie enfantine, d'où les bandes dessinées. Alors quand je dis bandes dessinées, c'était des images illustrées avec des commentaires. Le principe en lui-même est excellent. C'est vrai, utiliser des méthodes de ce style, c'est très bien. Mais le problème, c'est ce qu'on met dedans. Voilà, et l'esprit était là. Donc on voit tout cet esprit à la fin d'uniformisation de l'âme humaine. C'est aussi l'esprit de paganisme. D'ailleurs, les révolutionnaires français faisaient toujours des références aux grands auteurs antiques, qui se mettaient même des noms antiques. Donc c'est vraiment un rejet complet du baptême de Clovis et du catholicisme pour créer une France nouvelle, s'appuyant sur des principes maçonniques, le nominalisme, c'est-à-dire il n'y a pas de vérité universelle, le naturalisme, il n'y a pas de religion révélée, en particulier le catholicisme, et primauté de l'homme, et l'homme indifférencié, très important. Et parmi les révolutionnaires qui ont le nez creux, vous avez entre autres cet Allemand qui s'appelait, c'est un nom latinisé, c'est Anarchasitz Klotz, qui avait écrit en 1792 un livre qui s'intitule La République universelle, et ouvrage où il dit, et ouvrage qu'on peut consulter et lire entièrement sur le site Gallica, c'est ce que j'ai fait, où il dit en gros que la révolution de 1789, ce n'est pas une finalité, mais une étape vers la gouvernance mondiale. Alors, il ne dit pas gouvernance mondiale, évidemment, il dit République universelle, et la France doit être un modèle permettant d'une certaine manière d'ensemencer ce procédé permettant l'établissement d'une République universelle. Donc on voit que cet esprit du nouvel ordre mondial, du mondialisme, est très ancien. Il s'agit de couper les liens avec un ordre surnaturel hérité du baptême de Clovis dans lequel la France, de tout araser et d'avoir non plus une vision verticale mais horizontale, bien terrestre, et de créer un homme uniformisé, consumériste, et qu'on pourra exploiter. Et après tout, le 19e siècle, avec les enfants dans les mines, c'était... parce que ne jamais oublier que la Révolution française, c'est une révolution au profit d'une minorité. La bourgeoisie, quand je dis la haute bourgeoisie, et le malheureux peuple qui a été laminé dans cette histoire. En fait, c'est un peu presque les bourgeois financiers qui chassent les grands nobles et les... Voilà, et encore les grands nobles. Vous savez, les grands nobles ont joué un rôle... la grande noblesse, enfin la haute noblesse française était, sauf exception, pourrie. C'était le duc de Choiseul qui était au service du roi Louis XV, qui allait à la messe, mais en fait son missel c'était des images porno. Donc vous voyez, donc il allait à la messe et il avait donc tous les apparences de l'homme pieux et en même temps il regardait, voilà, et c'était lui comme tant d'autres. C'est une époque, comment dire, raffinée, 18e siècle français qui a donné le ton à l'Europe. C'est un siècle raffiné d'élégance. Mais quand on gratte ce vernis, c'est la pourriture. Lorsque Napoléon Ier définissait son ministre des Affaires étrangères, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, qui était le prototype par excellence de l'homme du XVIIIe siècle, il disait de lui que c'est de la merde dans un bas de soie. C'est le résumé de l'apparence délicate, raffinée, et en dessous, quand on gratte, on tombe. Voilà. Et on disait de lui, en parlant de Talleyrand, qu'il vendrait ses parents pour du fumier. Voilà, bon, pour vous dire la mentalité. Donc c'était quand même un esprit pas très sympa, et un esprit surtout des élites françaises, politiques, économiques, à la fin du XVIIIe siècle, corrompues, et une mutation profonde qui aboutit à cette France qu'on voit, une France en damier,
en France maintenant en département, mais créer un être humain uniformisé. Et c'est ce modèle qui va faire florès, qui va se répandre partout en Europe et dans le monde. Parce que la Révolution donc, a fait exploser donc, les structures politiques qui existent, c'est-à-dire le roi, mais aussi les provinces et voilà. toutes les structures politiques qui Tout. existent. C'est vraiment la mise à bas, avec en particulier la disparition des corporations, avec la fameuse loi Le Chapelier. Il faut toujours rappeler l'intégralité de son nom, la loi Isaac Le Chapelier. Et donc c'est très intéressant de voir que l'ouvrier français, enfin, l'ébauche, la première ébauche de l'industrie française, c'est vraiment au tout début avec les Wendel en Lorraine en particulier, ça explose au XIXe siècle. L'ouvrier français avec la disparition des corporations est mis à nu et il va être, l'ouvrier et sa femme, les enfants traités de manière atroce. Voilà, pendant tout le 19e. Voilà, et il ne faut jamais oublier que les premières lois vraiment sociales de limitation du travail des enfants, des jours entre guillemets fériés, enfin des jours de repos, ce sont des Français comme René Latour du Pin ou bien un évêque allemand qui s'appelait Monseigneur Ketteler qui voulait améliorer ou limiter la casse, et en particulier avec des jardins pour les ouvriers, pour leur permettre d'avoir des légumes frais, enfin bref. Donc il y a vraiment, c'est un recul. Mais bon, c'est l'exploitation de l'homme, c'est l'esprit de jouissance, et après tout, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'entendre les résultats du chômage, si c'est en hausse ou en baisse, avec l'ami François, enfin je parle de François Hollande. Bon, de toute manière, c'est un chômage endémique, mais le peuple français, il croule sous la misère. Il suffit de regarder tout simplement le nombre de personnes qui ont besoin de tickets alimentaires style les Restos du Cœur pour se rendre compte qu'il y a une misère grandissante en France et partout en Europe et dans le monde. Même aux États-Unis, vous avez sur une population de 300 millions d'Américains, à peu près 50 millions d'Américains qui dépendent des coupons alimentaires. Donc, bon. Alors, cette première carte, c'est, si je puis dire, le point de départ. Le point de départ. Uniformiser l'homme et un cadre administratif bien, enfin inhumain, ou vraiment, bon. Eh bien, cet esprit typiquement jacobin de destruction du passé, des racines et d'uniformisation de l'homme, il a traversé les générations et il a touché en particulier, et c'est le deuxième document, on va faire un peu, voilà, c'est... Ça c'est la vue 2. C'est la carte du Reich allemand en 1943 en Gauen. Alors, explication. À l'origine, l'Allemagne a toujours été composée de royaumes, de duchés, Bavière, Saxe, etc. Et avec donc des variétés, une diversité. Et c'est la caractéristique de l'État politique allemand, sachant que l'unité politique allemande est récente, 1871, avec Bismarck. Voilà. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez l'abolition de la monarchie du Deuxième Reich, de Guillaume II, avec la création de la République de Weimar. Et vous avez un grand juriste qui va élaborer la constitution de Weimar et qui va vouloir détruire les Länder, Bavière, etc., pour mettre à la place des départements façon modèle jacobin issu de la Révolution française. Voilà. Ce juriste s'appelait Hugo Preuss. Eh bien, ce Hugo Preuss a vraiment tout fait pour essayer de mettre en place des Gauen, des départements, Gau, singulier J-A-U, Gauen, G-A-U-E-N, et il va tout faire, et malheureusement, pour l'Allemagne, enfin heureusement pour l'Allemagne, mais malheureusement pour lui, la résistance des Länder, Bavière, Saxe, etc., fait qu'il n'arrive pas. Et l'ironie dans cette histoire, c'est que c'est Hitler qui arrive en 1933, qui va détruire les provinces allemandes pour mettre en place ces fameux Gauen désirés par ce fameux juriste Hugo Preuss à l'origine de la République de Weimar. Et donc, c'est ce qu'on voit sur cette carte, où vous avez des départements à l'allemande, des Gauen. Alors l'ironie, et l'histoire est très ironique, c'est que l'ami, le tonton Adolphe, si je puis dire, a mis en place le principe des Gauen voulu par Hugo Preuss, lui-même hérité des principes jacobins. Hugo Preuss, juriste allemand, juif. Et donc c'est très ironique de voir que l'Allemagne nazie, les structures de l'Allemagne nazie en département directement issus des principes de 89, c'est-à-dire des frontières purement artificielles, parce que ce sont des frontières qui n'ont aucun sens, qui ne correspondent pas aux traditions historiques allemandes,
ont été mises en place grâce aux travaux préliminaires d'un juif juriste, Hugo Preuss, et c'est Hitler qui finalement va réussir à enraciner le procédé, mais le nazisme a été certes une plaie pour l'Allemagne et pour le monde, mais il est très ironique de voir l'arrière-fond de la boutique, et j'invite fortement les auditeurs à lire les écrits de cet écrivain anglais naturalisé américain qui s'appelait Anthony Sutton, avec sa fameuse trilogie Wall Street, avec les bolcheviks, sur Franklin Delano Roosevelt, et puis sur l'Allemagne nazie, où il montre entre autres le rôle de la City de Wall Street pour aider l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Je rappelle que le grand patron de la banque allemande, qui ensuite sera le financier d'Hitler de 1934 à 1939, s'appelait Heinrich Schardt, et qu'il était très lié au milieu mondialiste anglais de l'époque, entre autres au patron de la Banque centrale d'Angleterre qui s'appelait Montagu. Je crois même que Heinrich Schardt était le parrain d'un de ses enfants. Et Heinrich Schardt a contribué au relèvement économique de l'Allemagne et au soutien de la population allemande apporté donc à Hitler. Donc Hitler doit énormément à Heinrich Schardt. Donc cet homme-là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, aurait dû être fusillé puisqu'il a joué un rôle archi néfaste. Eh bien, je crois qu'il a fait que 2 mois ou 3 mois de prison. Et il est mort tranquillement dans son lit en 1970. Parce qu'il était un homme du système. Donc il faudrait s'intéresser, et j'invite donc les personnes à lire Anthony Sutton. Et nous allons voir cette 3e carte. Alors ça, c'est la vue numéro 3. Alors ça, c'est la carte de l'Europe des régions de la Waffen-SS. Et qui est sortie dans un ouvrage d'un collabo français qui s'appelait Saint-Loup. Saint-Loup, c'est un pseudonyme, son vrai nom, c'est Marc Augier. Un homme très intelligent, grande capacité intellectuelle, mais c'est toujours malheureux de voir des gens intelligents et qui ont été gâtés par la nature s'orienter vers une idéologie pourrie comme le nazisme. Et ce qui est frappant, c'est que, bon, il a collaboré, etc., et il était en contact avec des grands dirigeants de la SS, qui en gros projetaient un programme d'avenir pour la victoire de l'Allemagne nazie. Et il y avait donc déjà, durant les années 1942-43, des projets de créer, je cite, une CEE, Communauté économique européenne. Et là, c'est avec la croix gammée. Bon, là, c'est un peu embêtant. Bon. Et là, c'est un ouvrage, les SS de la Toison d'Or, dans lequel se trouve cette carte. Alors, le titre, les SS de la Toison d'Or, ouvrage de Saint-Loup. SS, c'est donc Schutzstaffel, escadron de protection. Toison d'Or, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre nobiliaire qui a été créé par Philippe le Bon en 1430. C'est la fameuse Lotharingie. Lotharingie, c'est le territoire entre la France et l'Allemagne. De Lothaire, voilà. De Charles, le fils de Charles. Et de Schumann, avec Jean Monnet. Jean Monnet n'était pas français, il n'était pas allemand, c'était un Lotharingien. C'était un Lotharingien. Voilà. Voilà. Mais il se définissait comme ça en plus. Voilà. Luxembourg, père allemand, voilà. français. Et monastère durant l'occupation, comme ça, il était quand même un peu... Bon, bref, c'est... Alors, c'est très intéressant de voir finalement un prototype de cette carte de l'Europe des régions de la Waffen-SS. Et en particulier, j'invite les personnes qui sont crispées par cette carte et sûrement intéressées, je l'espère, de regarder par exemple la région Alsace-Pays de Bade, où vous avez donc Strasbourg au milieu et puis une entité. Je leur demande de regarder ça au hasard, de regarder aussi la Bosnie-Herzégovine, avec la Serbie, c'est curieux, il y a quand même des aires de famille, on croit avoir vu ça quelque part aujourd'hui. Oui, la Croatie, la Slovénie toute seule. Alors, ils voyaient cette carte-là, donc, avec Vienne comme capitale, et le bouquin Les SS de la Toison d'Or, c'est sorti en 1975. Je rappelle qu'il y a une grande rivalité entre la France monarchique de Louis XI au XVe siècle et le petit-fils de Philippe le Bon, celui qui a lancé l'ordre de la Toison d'Or, qui s'appelait Charles le Téméraire. Une lutte à mort parce que Charles le Téméraire, la Lotharingie, il y avait en gros 2 blocs, la partie nord qui représentait le nord de la France, la Belgique, une partie de la Rhénanie, et la partie sud qui était en gros l'Alsace, la Bourgogne, la Lorraine, ces coins-là. Et l'objectif de Charles Téméraire, c'était de souder ces 2 zones. Et cet embryon devait ensuite servir de marchepied pour créer un empire. Et un empire, donc, toujours la même histoire. Et Louis XI, roi d'une nation,
la nation française va tout faire pour lutter, c'est une guerre à mort, pour empêcher la soudure, et cette lutte à mort aboutit à la victoire de Louis XI, qui aboutit à la mort de Charles le Téméraire en 1477. Et la fille de Charles le Téméraire va épouser l'héritier du trône des Habsbourg, et donc l'ordre de la Toison d'Or va passer à l'Autriche des Habsbourg, et là c'est à nouveau les tentatives d'un empire habsbourgeois qui essaie de s'imposer en Europe avec l'enfant né du mariage de la fille de Charles le Téméraire et de l'héritier d'Autriche des Habsbourg, Charles Quint. Voilà, on voit, vous voyez, l'histoire, ce sont toujours des étapes, des crans, et on passe à un cran supérieur, etc. Bon, donc on voit un prototype, cette carte-là, si l'Allemagne nazie avait gagné, les frontières auraient été sûrement modifiées. Mais l'intérêt de cette carte, c'est de montrer un prototype de ce qu'ils voulaient faire, où les États ont disparu, et ce sont des zones à la fois ethniques, mais aussi, j'allais dire, technocratiques. Il y a un mélange de tout ça. Ouais. Alors, on va continuer à la carte suivante. Alors, là, un peu là, ça sera la surprise d'avant. Voilà. Il y a d'accord. peut-être une carte, c'est la carte du Herald Tribune. Non, on va la retrouver. Eux, ils l'ont à l'écran, nous, on va la voir. Voilà. Aussi, voilà, Herald Tribune. elle n'est pas dans le... Elle n'est pas... non. C'est dommage, on l'a vu tout à l'heure quand on a passé en revue. Nous l'aurait-il... ils l'ont à l'écran. Alors, vous l'avez à l'écran, donc on va la commenter. Alors, cette carte du Herald Tribune est sortie en septembre 1974. Et elle présente deux choses, donc vous les auditeurs, vous la voyez. D'abord, un article accompagné d'une carte. C'est la carte de l'Europe de l'Ouest régionalisée. Et c'est très intéressant de voir une carte qui est sortie dans un journal américain, pas n'importe lequel, le Herald Tribune, et on a envie de dire, mais les Américains, qu'est-ce qu'ils leur font de s'intéresser à une Europe de l'Ouest, à l'époque du fait du mur de Berlin, enfin, coupure Est-Ouest, c'était que l'Europe de l'Ouest, donc une Europe régionalisée. Parce que les Américains ont tout intérêt à voir des États fracassés pour mieux les contrôler. Et vous avez en particulier le fameux discours du président Clinton en 2000, qui a reçu, là, je précise, la plus haute distinction en faveur des personnes qui œuvrent à la construction européenne. Le fameux prix Charlemagne, qui est donné chaque année depuis 1950. Et alors, la construction européenne, on comprend quand c'est Jean Monnet qui l'a reçu. Winston Churchill, lui aussi, il a joué un très grand rôle, mais on sursaute quand on sait que c'est Bill Clinton. On a envie de dire, qu'est-ce qu'il vient faire, pour ne pas dire que va foutre ici. Bon. Et savoir aussi qu'en 1987, c'est Henry Kissinger qui a reçu le prix. Donc c'est très ironique. Et dans son discours, qu'on peut lire intégralement sur le site, alors qui est en allemand, mais on peut lire la version en anglais, c'est www.karlspreis, c'est prix Charlemagne, karlspreis.de. Il y a un extrait du discours de l'ami Clinton qui rend hommage à la régionalisation de l'Europe. Pourquoi ? Parce que tout simplement les lobbies, qu'ils soient américains, mais les autres en particulier, à Bruxelles, peuvent directement s'adresser aux représentations régionales alsaciennes, piémontaises, catalanes, flamandes, etc., sans passer par les États. Donc il y a une facilité entre donc finalement l'État américain, enfin les lobbies américains, et des régions qui pèsent pas lourd. Bon. Donc cette carte qu'on voit, la carte de l'Europe de l'Ouest régionalisée, a été présentée par un haut fonctionnaire de l'Empire britannique qui s'appelait Cyril Northcote Parkinson. Et là, je trouve, c'est d'une ironie, parce que Parkinson, quand il s'agit d'ébranler en plus les structures profondes de l'État, avec un nom pareil, c'est un nom client des fois, je trouve, de ce genre tricher à la Banque centrale, voilà. Parkinson pour démembrer les États. Et pour la régionalisation de l'Europe, le document clé qui lance la régionalisation de l'Europe, c'est un document allemand, un député socialiste Hollande de Basse-Saxe, qui s'appelle Peter Rabe. Et Rabe en français veut dire le corbeau. Donc c'est jamais... Bon, il y a un signe de providence peut-être. Bon, un pied de nez. Et donc ce haut fonctionnaire de l'Empire britannique, qui est mort dans les années 90 je crois, qui s'appelait donc Cyril Northcote Parkinson, donc a composé cette carte d'une Europe de l'Ouest régionalisée avec le soutien des Américains qui va avec, mais ce Parkinson, en fait, n'était que la conséquence d'un travail fait en amont d'un autre personnage, c'est
le fameux Léopold Kor. Et donc, ça, on va voir la carte et c'est la couverture du livre, d'ailleurs que j'ai avec moi, The Breakdown of Nations, livre sorti en 1957 et en fait déjà dans les années 45 il avait élaboré une grande partie de ce livre. Donc c'est dans ce livre que ce fameux Léopold Kor a pondu un programme bien consistant. Alors qui est cet homme? Léopold Kor, c'est un Autrichien qui a fui dans les années 30 l'Allemagne nazie, enfin un moment de l'Anschluss, l'intégration de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Il a fait une partie de ses études à la London School of Economics, qui est une des maisons mères du mondialisme, en particulier de la Société Fabienne, qui a été, donc, je rappelle que la London School of Economics a été créée, je crois, dans les années 1895, et qui a pour but de créer, une synthèse entre le libéralisme et le socialisme, et ce que Tony Blair appelait la troisième voie. Et d'ailleurs, comme par hasard, il y a à peu près 200 députés travaillistes qui sont membres de la Société Fabienne. Et donc, Léopold Kor a fait une partie de ses études dans cette école britannique et il a enseigné ensuite dans les écoles, dans les universités allemandes et surtout américaines et mexicaines. Et cet homme-là a joué un très grand rôle parce que c'est lui qui en particulier a lancé ce slogan qui a fait fortune ensuite, « Small is beautiful », ce qui est petit est beau. Ce qui est petit est beau. Oui. Et en fait, on attribue cette formule à un économiste autrichien qui s'appelait Fritz Schumacher, qui a sorti un bouquin, je crois qu'il s'appelait « Small is beautiful » dans les années 70, mais en fait, c'est Schumacher qui n'a fait que reprendre l'expression de Léopold Kor. Il est vrai que Fritz Schumacher était l'étudiant de Léopold Kor, donc il était, dans un bon endroit, à la bonne place. Bien. Et ce Léopold Kor a l'idée pour lui de concasser d'une manière artificielle, on revient toujours au principe de l'esprit mondialiste et de la révolution, de créer des entités indifférenciées d'un homme uniformisé. Eh bien, Léopold Kor continue avec cette même mentalité et il concasse l'Europe en différents éléments. Alors, auparavant, il va, et c'est le document suivant, il a une vision très large puisqu'il présente déjà la carte des États-Unis. Et c'est une carte, et d'ailleurs... là, c'est les États-Unis voilà, et voilà, pour les auditeurs, donc voilà le bouquin, voilà la carte que vous voyez, c'est cette carte-là que j'ai reprise pour vous montrer que c'est un document archi-officiel, Breakdown of Nations. Alors, c'est très intéressant de voir le prototype que propose Léopold Kor, qui est soutenu en arrière-fond par l'oligarchie et tous les mouvements financiers, parce qu'évidemment, ce genre de type, il ne s'assoit pas un jour un matin en prenant ce qu'on a fait cash, si je m'amusais à faire ça pour tuer le temps. Donc on voit les États-Unis, où les États fédérés, les 50 et quelques États fédérés américains disparaissent. Vous avez au nord-est Atlanta, au sud-est Southland, entre les deux l'État de Virginia, et dans le sud, Louisiana, Texas, au niveau des grands lacs américains, Isola. La région des montagnes montagneuses, c'est donc le Montana, et puis la côte, les États de la côte. Voilà. Donc en fait, de créer des blocs qui concassent et créent des entités complètement artificielles. Le processus de ligne droite, je vous montrais tout à l'heure la carte de la France révolutionnaire en damier, c'est la carte suivante. Eh bien, il l'applique pour l'Europe. C'est à la carte suivante. Alors ça... C'est la carte suivante. Voilà. Alors ça, c'est sa carte de l'Europe. C'est la carte de l'Europe et en fait, il en a fait deux. Alors là aussi, pour ceux qui auraient des doutes, voilà la carte qu'il présente. D'accord. C'est donc, il dit dans son bouquin qu'en fait, les lignes droites, donc c'est, j'allais dire, une forme de damier d'une certaine manière. Ouais. C'est le même principe que la France en damier, la Révolution française. Toujours cet esprit d'uniformisation d'un homme indifférencié, interchangeable et nomade. C'est un mot qu'utilise facilement Jacques Attali. Nomade, c'est-à-dire sans racines, qui bouffe la même merde, qui s'habille pareil, qui pense pareil. Alors là, c'est un prototype, mais là pour toute l'Europe, d'un principe révolutionnaire issu, l'esprit de la Révolution française en particulier, d'une Europe avec des traits vraiment purement géométriques. Et d'ailleurs, il dit dans son bouquin à un moment donné qu'il s'inspire
un peu des traits artificiels de certains États américains purement géométriques. On met un trait, bon. Voilà, donc on voit que l'esprit purement, j'allais dire, très conformiste et uniformisant s'applique dans l'Europe. Mais il ajoute, il continue, et c'est la carte suivante, alors c'est la carte avant, non, c'est la fameuse carte en question, voilà, c'est celle-là, c'est la carte de l'Europe ethnique de Léopold Kohr, puisqu'il précise quand même qu'il y a des ethnies quand même bien implantées. Et donc, on voit sur cette carte Île-de-France, bon, il ne reste plus grand-chose d'Île-de-France, il y a Burgundie, puis il y a l'Alsace-Lorraine, réunion d'un seul bloc, et puis vous avez la Serbie, vous avez des blocs ethniques, voilà, vous avez le Pays de Galles, l'Écosse. On voit là aussi destruction des États. Parce que finalement, concasser les États européens, c'est à la fois un processus qui passe en fait par deux voies, la voie ethnique et la voie technocratique. Quand vous avez par exemple la Catalogne, la Flandre ou l'Écosse, bon, il y a une vision ethnique, on peut jouer là-dessus. Et puis vous avez pour la France Rhône-Alpes, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas un groupe ethnique rhône-alpien. C'est une région purement artificielle créée dans l'esprit de la Révolution. Donc il faut donner aussi une autonomie à ces régions-là. Et c'est en particulier ce qu'a dit l'ami François Hollande, enfin l'ami avec grosses guillemets, du président de la province française de l'Union européenne, du maire de Palais, François Hollande à l'Élysée, qui fin 2012, lors d'un congrès, a lu un document qu'on lui a fait lire parce que les chefs d'État de ce côté des employés, enfin les pseudo-chefs d'État, on est loin de Bismarck. Et il dit à un moment donné, dans les états généraux de la démocratie locale, qu'il faut donner une priorité aux régions, qu'elles puissent en gros se gérer elles-mêmes. Alors, c'est une priorité de l'Union européenne. Voilà. Alors, quand il s'agit de régions d'ordre ethnique, ça se voit facilement, comme l'Alsace, comme la Flandre et la Catalogne. Mais quand il s'agit de régions qui n'ont pas de visibilité ethnique, ça frappe moins, mais c'est le même processus d'émancipation, c'est-à-dire que les régions ne travaillent plus ou ne sont plus soumises aux préfets, autorités de l'État, mais aux autorités de Bruxelles et de Francfort, et à Bruxelles, la Commission européenne, avec les lobbies qui vont avec. Parce qu'ils ont vraiment cette volonté alors de réveiller aussi les régionalismes, parce qu'en Bretagne, on réveille le régionalisme. Ah, on est gâtés. Je l'ai vu en Savoie aussi, j'ai vu, on remettait le traité de Turin en cause. Quand on va maintenant du côté de Carcassonne, on nous dit oui, mais le traité des Pyrénées, enfin... 759. C'est quoi, c'est un détricotage de la France, un peu, on revient à l'envers. Vous allez voir, dans les documents suivants, les autorités européennes appellent ces frontières les cicatrices de l'histoire. C'est l'expression qu'ils utilisent. Et ces cicatrices, eh bien, il faut les faire disparaître. En fait, c'est un lifting, mais un lifting qui transforme les États européens en Quasimodo. C'est vraiment... Mais bon, donc vous allez voir, il y a une volonté vraiment bien comprendre, tuer les traditions, détruire la cellule familiale, détruire les provinces, et créer des frontières artificielles. Et on voit bien, depuis la Révolution française, que cette idée, avec l'Allemagne nazie en particulier, mais pareil avec Léopold Kohr, ou bien tout à l'heure avec l'ami Cyril Northcote Parkinson, des frontières absolument artificielles pour couper avec le passé, déraciner, créer l'homme nouveau. Le principe ne bouge pas. Les méthodes et présentations, c'est soit la version révolutionnaire française, soit la version nazie, soit la version Union européenne, tout ce que vous voulez. Le papier d'emballage change, le cœur, lui, ne bouge pas. Et donc, eh bien, on va voir la suite avec cette carte-là. Voilà. Parce que cette carte-là, elle est très intéressante. Car tous ces gens-là, tous ces lobbies, ou bien représentants comme Léopold Kohr, ou je citais l'ami Cyril Northcote Parkinson, ils travaillent aussi avec des grandes multinationales. Parce que ce sont ces gens-là qui ont de l'argent, et ça finance, et ce sont les multinationales qui prennent le pouvoir. Et cette carte-là obéit à l'idéal poursuivi par Léopold Kohr, c'est-à-dire créer des entités artificielles. Et sur cette carte-là, plusieurs dizaines de régions, à peu près à égalité, parce qu'ils veulent créer des régions de 5 à 10 millions d'habitants, donc qui s'équilibrent. Et cette carte-là a été composée peu de temps après le traité de Maastricht en 1992. Quelques semaines après, c'est sorti dans un livre qui s'intitule « Les États-Unis d'Europe »,
une Eurotopia, Eurotopia, Euro, Europe, Topia pour Utopie. Et celui qui a fait cette carte-là et ce livre, et avec aussi tout le personnel qui va avec, c'est le patron d'une grande marque de bière, c'est Freddy Heineken. En personne, quand même. Heineken, qui est mort en 2002, c'est Freddy Heineken et ses collaborateurs qui ont fait ce bouquin, Les États-Unis d'Europe, une Eurotopia, et qui ont pondu cette carte qui respecte, entre autres, l'idéal de, je vous dis, de Parkinson ou bien de Léopold Kohr. Et là, vous voyez, là aussi, des frontières purement artificielles. Mais quand même, je demande à ceux qui regardent cette carte, je rappelle qu'elle est sortie à la fin de l'année 1992, après le traité de Maastricht. Vous avez regardé la Yougoslavie. Eh bien, les frontières correspondent drôlement à ce qui s'est fait 20 ans plus tard. Regardez, vous avez une Bosnie-Herzégovine, vous avez une Croatie, vous avez une Slovénie, vous avez une Serbie, et puis le Kosovo indépendant qui est déjà rattaché à l'Albanie. Et donc, là aussi, on voit que le mal se prépare bien en avance et qu'on a des prototypes, ensuite on a des réglages, mais l'idée est là que déjà la Yougoslavie était condamnée à disparaître. Regardez la France. La France est divisée en 7 blocs. Vous avez un Grand Est, qui en gros l'Alsace, la Lorraine, la Champagne, etc. Et puis quand on regarde le sud-est, le côté rhône-alpin, puis vraiment le sud-est avec la côte méditerranéenne, un grand sud-ouest, une zone ouest médiane avec la Bretagne jusqu'à la Mayenne en gros, et le nord-ouest de la Normandie jusqu'aux Flandres, pas tout à fait. Le Pas-de-Calais a disparu. Voilà, parce que c'est rattaché à la Wallonie francophone. Et oui, il faut rentrer dans le moule. Et puis au centre, vous avez l'Île-de-France. Quand on regarde la France, c'est en 7 blocs. Donc la France est divisée en 7 blocs. C'est une carte qui date de 1992, sortie sous la plume du grand patron de la bière hollandaise Heineken. Mais ça me rappelle quelque chose, cette carte. Mais oui, c'est la carte suivante que nous allons voir. Ça me rappelle quelque chose. C'est la carte